Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Sylvain Bélanger. Sylvain, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir, ou plutôt devrais-je dire, te revoir à nouveau. Là, c'est dans ce cadre d'émission. Sinon, on avait eu l'occasion à de nombreuses reprises de se voir pour Santé Spiritualité sur Ici et Maintenant. Tu nous viens du Québec. Effectivement. Alors, coucou à nos amis québécois, puisque je sais qu'Immedia est regardé depuis le Canada, le Québécois notamment. Tu nous viens, Sylvain, pour nous parler de différentes choses comme la pleine conscience intuitive, les rituels chamaniques, la psycho-énergétique, la naturopathie énergétique, le coaching évolutif et la thérapie quantique. Tout ça, c'est sur ton site internet www.thérapie-intuitive.com. Thérapie intuitive au pluriel, s'il vous plaît. Vous mettez le tiret qui est la touche 6 de votre clavier si vous n'avez pas de clavier numérique. Thérapie-intuitive.com. Alors Sylvain, avant d'aborder tous les différents éléments que tu proposes aux internautes, qu'on puisse voir un petit peu ton parcours. Déjà, dans une famille nombreuse, 5 enfants, 2 frères, 2 sœurs, t'es placé où dans la fratrie? Au centre. Non, tout à fait. Oui, c'est ça, je suis au centre. Non, je suis avant-dernier, effectivement, excuse-moi. Ah, non, j'ai un frère plus vieux, une autre sœur plus vieille, une autre sœur plus vieille, moi, et ensuite mon frère plus jeune, voilà. Comment, on va dire, ou qu'est-ce qui intéresse Sylvain quand il est petit? Dans quelle, on va dire, ambiance au regard de la spiritualité, au regard de, on va dire, peut-être la foi, ou les croyances, ou les valeurs qui sont inculquées au jeune Sylvain? Qu'est-ce qui l'ont marqué le plus? Ben, c'est sûr qu'au Québec, la religion était dominante à cette époque-là quand même. Donc, moi, je vais à la messe, hein, je fais, comment on dit ça, un garçon de cassiste, le prêtre, là, je ne sais plus. Hein. Oui. J'ai fait ça, donc... Et puis évidemment, ma mère était très croyante aussi, donc il y avait un peu ce volet-là qui était présent. J'avais aussi, parallèlement à ça, beaucoup de réflexions sur la vie. Je me questionnais beaucoup sur qu'est-ce que je faisais sur Terre. Ça, c'était un élément qui était très prenant dans ma vie. Parce que je n'étais pas très heureux, je n'étais pas dans une famille dans laquelle j'avais un sentiment d'épanouissement, je me sentais un peu un élément étranger. Je me rappelais que souvent, on venait me chercher quand il y a des conflits entre mes sœurs et mes frères, dans ma chambre, alors que j'étais seul dans ma chambre, bien calme. On venait me chercher pour séparer mon frère avec mon père. Bon, toutes sortes de situations un peu comme qui n'étaient pas très agréables à vivre, là. Mais j'étais un peu comme celui qui était un peu en retrait quand même. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que les valeurs catholiques ou protestantes Catholique. Ont été prégnantes pour toi, même si tu as été garçon à l'ordre d'honneur, je ne sais plus comment effectivement on dit. Garçon de messe. Non, garçon de messe. Peut-être. Je ne sais pas en France comment. Enfant de cœur, je crois qu'on dit. Oui, peut-être. Ouais. Parce que bon, quand on est enfant, on n'a pas vraiment le choix, c'est nos parents qui nous y mettent. Est-ce que chez toi, ça a eu une incidence au regard de justement. Pour alimenter tes croyances de vie en l'au-delà ou en Dieu ou que sais-je, est-ce que ça a été important ou au contraire tu as été dans le rejet ou pas, je ne sais pas. Où c'était important certainement, c'est sur la nature culpabilisante face à la moralité par exemple, face à la sexualité. Quand on est un enfant, on découvre la sexualité. Ça, je me rappelle que la sexualité a été comme un petit peu, je me suis senti un peu rejeté. J'avais j'étais très féminin quand j'étais enfant. Et bon, il y a tout un contexte autour de ça qui était... ma mère n'avait pas choix homosexuel, par exemple. Et ça fait qu'effectivement, cette position que ma mère m'attribuait faisait que moi-même, j'avais une certaine forme de timidité par rapport à la sexualité. C'était toute une histoire un peu complexe. Alors, c'était dans cette atmosphère-là, finalement, que la religion m'a influencé. Donc, la spiritualité, il y avait effectivement... Je croyais à quelque part ce qui était retransmis à travers la religion catholique, mais je n'avais pas la conviction profonde d'une vérité autour de ça. C'était comme un constat qui était là, mais je trouvais que ça ne me portait pas les réponses que je recherchais. Voilà. Le jeune adolescent, il voulait devenir quoi ou qui plus grand?
Mais plus jeune, je me rappelle, j'ai voulu être prêtre. Ça, c'est vrai que tu me fais penser oui. à ça. Ma mère était bien contente. C'est peut-être parce que ma mère était très contente que je lui disais ça. Mais j'avais aussi volonté de médecine. La médecine m'intéressait beaucoup et la psychologie. C'était les trois thèmes qui ressortaient. Puis par la suite, un peu plus vieux, je me suis intéressé à la cuisine. J'avais un désir pour la cuisine. J'étais dans la mode aussi. Puis la mode a vraiment reflété cette dualité que j'avais lors de mon enfance avec la religion. Les vêtements que je faisais, moi, c'était des vêtements pour hommes. Et c'était des vêtements qui étaient très asexués, donc avec des formes très suggestives. J'avais une volonté de pas que les pantalons n'aient pas de fermeture éclair, mais qu'il y ait comme des formes qui reflétaient le sein d'une femme. C'était très artistique, mon truc. Hein? C'était très artistique, mais en même temps, c'était impossible de pouvoir porter des vêtements comme ça sans se faire remarquer puis sans se faire insulter aussi dans la rue, ce qui m'est arrivé d'ailleurs. C'est une des raisons pourquoi c'est un univers que j'ai peut-être vécu pendant quelques années, mais qui était trop difficile à c'est-à-dire assumer. que tu as fait des études de dessin ou du Ouais. design ou de la Oui, je faisais des couture? vêtements et tout. Je faisais tout le vêtement du début à la fin. Sauf que, bien évidemment, ça reflétait complètement ce que j'avais vécu comme traumatisme dans mon enfance. C'est-à-dire que pourquoi j'utilisais sans le comprendre, hein, moi, ce que je voulais faire, c'est là qu'on reconnaît un peu la démarche spirituelle aussi. Moi, je voulais faire des vêtements qui allaient changer le monde. Donc, des vêtements qui avaient des formes qui étaient sexuelles. Pourquoi? Mais parce que les formes sexuelles allaient comme... c'est-à-dire qu'on allait voir les formes, les vêtements étaient manifestement des formes sexuelles qui étaient représentées, donc on allait oublier quelque part ce qui était sous les vêtements, puisque les formes sexuelles étaient tellement mises en avant qu'on arrive à oublier que l'être humain était un être sexué, et on pouvait donc arriver maintenant à communiquer avec lui d'une façon véritable. C'était un peu le sens de l'exploration Oui, j'ai trouvé intéressant aussi, mais c'était difficile à assumer parce que, je portais des jupes à l'époque, alors que j'étais homme, mais je n'étais pas homosexuel, donc j'avais une espèce d'androgynie puis une espèce de définition de ma sexualité qui n'était pas présente du tout à cette époque-là. Oui, pas défini, pas clair. Ouais, voilà. Alors c'est intéressant parce que quand tu nous dis donc travailler dans la mode, tu parles de la cuisine, la psychologie, Médecine. donc c'est-à-dire que tu as fait des études un petit peu dans chaque domaine dont tu parles ou Non, pas? c'est un intérêt que j'avais au départ. Dans la restauration, j'ai pas vraiment, j'ai travaillé comme être cuisinier, donc ça a été un peu un aspect qui m'a fait un petit peu reculer. Dans la mode, j'ai quand même fait une démarche où j'étais quand même assez avancé quand j'ai décidé d'arrêter. Pour la médecine, j'ai toujours été intéressé par la médecine, d'aider les gens en fin de compte. Hein. Donc la médecine est un volet qui m'intéressait beaucoup. La psychologie, j'ai été à l'université en psychologie, mais j'ai pas complété le cursus universitaire. Ouais. Alors ce qui est intéressant et ce qui ressort de ça, c'est qu'on a le sentiment que tu étais un jeune homme qui ne savait pas vraiment dans quelle voie s'engager. Il s'agit d'engagement. Hein. Alors, c'est au regard de ce que tu viens de me dire, ce qui n'est peut-être pas le cas. C'était quoi pour toi les plus grands défis que t'offrait cette vie de jeune homme? Qu'est-ce qui était dur, pas dur? Et tu parlais tout à l'heure des questionnements d'ordre spirituel. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on vient faire? C'est quoi ce bordel? Donc, comment ce jeune homme se positionne? De quoi a-t-il peur envers l'avenir? Et au contraire, quelles sont peut-être les voies qui lui semblent intéressantes pour obtenir pas tant des solutions que des potentielles réponses à ces questionnements ou ces peurs, ces angoisses qu'on peut tous avoir quand on est jeune homme? Certainement qu'un des critères qui m'animait, qui faisait qui était moi vraiment très fortement, c'était la créativité. Donc j'avais un conflit intérieur par rapport à l'idée de pouvoir assumer ma créativité tout en étant capable de m'intégrer dans la société. Ça, c'était un thème que je me rappelle, je me demandais si j'allais pouvoir vraiment incarner qui j'étais dans la société dans laquelle j'étais. Tu pensais trop original? Peut-être que c'était le sentiment que j'avais. Mais en fin de compte, je me disais simplement que je ne me sentais pas à ma place sur Terre. C'était un peu ce sentiment-là qui était là. Donc, j'avais la difficulté à comprendre comment fonctionnaient les relations humaines, en fin de compte. Je me rends compte que j'étais, face aux femmes, par exemple, j'avais de la difficulté beaucoup à cerner, à incarner ma sexualité, incarner la relation que j'avais. Je ne savais pas trop quoi faire. J'étais vraiment comme un peu un extraterrestre. D'ailleurs, beaucoup de mes amis me reflétaient cette idée que j'étais ailleurs, que j'étais pas présent, j'étais pas incarné finalement. D'accord. Donc alors, c'est pas parce que tes amis ou l'extérieur te montrent ça de toi que c'est forcément ce que toi tu
tu peux peut-être ne pas adhérer à ce que te renvoie le monde. Donc comment faire dans ce positionnement de flou artistique vers quoi se diriger et où trouver potentiellement des réponses à mieux définir les lignes de contour de Sylvain Bélanger? Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand j'étais à l'école, j'étais à l'université en psychologie, c'est sûr que c'est une tentative, quelque part, de créer un genre d'espace dans lequel je pourrais mieux expérimenter, mieux vivre ce que je suis. Donc ça a été vraiment une tentative. Puis curieusement, cette tentative-là a été pas un échec, mais j'étais pas dans une bonne université. J'étais dans une université qui orientait son attention vers la psychologie expérimentale. Donc, c'était beaucoup scientifique. Et puis moi, je ne recherchais pas du tout ça, donc je m'étais mal orienté. Et par contre, j'ai rencontré un ami à l'université qui était en astrologie et qui voulait faire de l'astrologie avec la psychologie. L'université proposait des cours d'astrologie? Non, ce mec-là est un astrologue. D'accord. Et il suivait la formation de psychologie avec moi, mais il était déjà astrologue. D'accord. Et on est devenus très, très bons amis. Il a quitté l'université avant moi. Mais, puis moi, j'ai quitté un petit peu après lui. Mais après ça, on est toujours resté en contact. Puis il m'a dit, si ça te tente, moi, je veux bien t'enseigner l'astrologie. Et puis, ça a été le premier contact que j'ai eu avec le monde un petit peu plus spirituel, ésotérique, etc. C'est là que ça m'a permis de comprendre, de me relier quelque part à un univers qui me permettait de comprendre un petit peu plus ce pourquoi j'étais sur Terre. En tout cas, donner un sens à l'incarnation sur Terre. Et ça m'a beaucoup allumé, l'astrologie. J'ai beaucoup aimé ça. Sauf que moi, je suis un bon poisson en tant que signe astrologique. Donc, tout l'aspect technique de l'astrologie me déplaisait profondément. Et ce qui m'a amené, donc, progressivement, sans tout m'en rendre compte, finalement, vers une amie à moi qui... je suivais une formation en psychothérapie corporelle, qui est une approche où on intègre le corps et la psychologie. Toujours à l'université ou tu avais quitté? Non, là, c'était vraiment dans un contexte privé. Et tu avais quel âge? J'avais une vingtaine d'années, 21 ans, chose comme ça. Là, ah oui, c'est jeune. Ouais, d'accord. À peu près, peut-être un peu plus. Je t'avoue, j'ai un petit peu 23, quelque chose comme ça. Et j'ai une amie qui me dit, écoute, Sylvain, je pense que tu aimerais ça. Je fais venir un Américain, un guérisseur des États-Unis, qui est de New York. Et il va venir à la campagne au Québec, un stage de quelques jours, ça te tente. Je pense que tu aimerais ça. Et puis, sans trop réfléchir, j'ai dit oui, je vais y aller, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je connaissais un peu la guérison. J'avais toujours été fasciné par ça, mais sans avoir été plus en profondeur. Et puis, quand j'ai été à suivre ce stage-là, ça a été comme pour moi une révélation parce que autant l'astrologie m'avait plu, mais il y avait tout le côté technique qui était un peu plus difficile. Autant que j'arrivais là, ce mec-là, il s'appelait Ron Young, ce guérisseur-là, qui habite maintenant en Italie, je crois, avait donc un enseignement qui nous disait de faire des choses, je les faisais, puis ça allait de source, c'est-à-dire que je pouvais lire une personne sans trop savoir pourquoi, j'arrivais à le faire, je lui disais des choses, c'était très juste. Il y avait une fascination que les gens avaient vers moi, parce que beaucoup de gens avaient déjà fait des démarches, puis alors que moi j'étais plutôt jeune, et puis ils voyaient que j'avais une facilité, donc on m'a très vite perçu un peu comme quelqu'un qui avait un développement, en tout cas, eux me percevaient comme un développement supérieur. Puis moi, c'était agréable parce que je me disais, mais mon Dieu, c'est tellement naturel que je ne pourrais même pas expliquer comment je faisais, puis ça fonctionnait, donc c'était superbe. Donc, d'emblée, j'ai voulu suivre cette démarche-là pendant les 3 années que ce guérisseur-là est venu, puis il y avait un programme, une formation qui durait donc grosso modo à peu près 3 ans. Et je l'ai suivi pendant les 3 années, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ce qu'il enseignait. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de faire un pont entre ce qu'il t'a enseigné et la démarche psychocorporelle que tu as eu l'occasion de faire en amont avant de le rencontrer? Est-ce que tu as pu faire des ponts? Est-ce que tu as vu des similitudes ou qu'est-ce que ça a développé d'un point de vue théorique, au-delà de la pratique qui marchait? Qu'est-ce que tu as pu faire comme lien avec le monde qui t'était connu, le monde que tu connaissais? Mais la psychothérapie corporelle, qu'est-ce qui m'a beaucoup plu dans cette approche-là, c'est que c'était le corps. Moi, j'ai un problème d'incarnation, donc c'était vraiment super parce qu'il y avait le corps qui était là. J'avais pris des cours de danse aussi, je me rappelle, parce que justement, j'avais volontairement le désir de retrouver mon corps. Alors, je précise parce que les internautes le voient pas, mais tu es très grand. Oui, c'est vrai. Pour danser, ça peut être aussi un atout. Oui, mais ça l'était pas. J'étais pas particulièrement... Je me rappelle, mon professeur, je l'ai revu plusieurs années plus tard, puis quelqu'un que j'aimais bien, mais il avait été très gentil, il m'avait dit, écoute, ça va super bien, mais il faudrait que tu recommences la session
que tu viens de faire parce que tu as beaucoup, beaucoup avancé, mais il faudrait que tu la recommences pour vraiment intégrer le tout. Et, mais je pense qu'effectivement, j'aurais pu continuer, hein, c'est avec beaucoup de volonté, beaucoup de ténacité, on serait peut-être parvenu à quelque chose, mais j'avais la difficulté à être dans mon espace corporel. Donc, le massage a été un peu dans cette idée-là, la psychothérapie corporelle aussi. Et ça a été très intéressant parce qu'il y avait aussi les émotions. Ça, c'était un gros facteur. Il y avait une formation, entre autres, que je suivais dans le cadre de cette école-là, qui était orientée beaucoup sur les émotions, pour libérer les émotions. Ça m'a beaucoup aidé parce que, comme je n'étais pas incarné, ben, il y avait quelque chose que je fuyais à quelque part. Et puis, c'est dans mes relations avec mes parents et tout ça. Donc, ça m'a permis, effectivement, de travailler là-dessus. Et quand je suis arrivé avec la guérison, pour moi, ça a été devenu un autre univers parce que là, on abordait quelque chose qui nous reliait au ciel, qui nous reliait à quelque chose de plus grand que soi. C'était comme une forme d'intelligence, une forme de sagesse avec laquelle on pouvait parler avec une autre personne sans que la personne nous parle. Hein. C'est-à-dire qu'on lisait dans son corps et son corps était animé par quelque chose de plus grand que lui. Et que ce plus grand-là nous disait des choses qui nous révélaient cette personne-là. Et pour moi, ça a été... ça changeait complètement de registre. Là. Pour moi, c'était un peu comme retrouver mon corps, accepter mon corps par la démarche de psychothérapie corporelle et de comprendre que dans ce corps-là, il y a une porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et ça, c'était vraiment fascinant, puis c'était une révélation, puis c'était... Waouh, c'est superbe, je suis content. C'était vraiment un lien qui me plaisait énormément. Oui, et puis qui te permet peut-être de trouver ta place dans le cadre de la société. C'est ça, tout à fait, oui. Donc j'imagine que tu fais quoi après? Tu montes ton cabinet, tu commences à pratiquer? Après les 3 années, oui, ben j'ai voulu, en fin de compte, après les 3 années, ce que j'ai voulu faire, parce que dans l'enseignement que Ron proposait, bon, c'était la guérison, mais la guérison, c'était quoi? C'était la lecture intuitive de l'aura, c'était l'exorcisme et les soins énergétiques. C'était les 3 volets qu'il enseignait. Il faut savoir que Ron, comment il enseignait, c'était un peu comme dans une approche chamanique classique, c'est-à-dire il nous fait vivre des choses, mais il n'explique pas vraiment comment fonctionnent les choses. Ah, les chamans, ils sont forts là-dedans. Oui, c'est ça. Et après 3 ans, tu sors de là, tu te dis, OK, j'ai acquis un certain nombre de connaissances, mais je ne comprends pas ce que je fais. Ouais. Alors là, j'ai voulu prendre un temps de recul à ce moment-là pour aller voir en librairie, découvrir c'était quoi les chakras, c'était quoi l'aura, les corps subtils, la clairvoyance, la médiumnité, parce qu'on abordait plein de choses, mais finalement, on les nommait pas. On nommait pas, ça c'est la clairvoyance, ça c'est la médiumnité. Donc, on faisait plein de choses, mais on mélangeait tout, puis on ne savait pas trop de quoi il s'agissait. Mais ceci dit, quand j'ai été voir dans les librairies, j'ai compris à quelque part comment c'était merveilleux d'avoir expérimenté. Parce qu'expérimenter me permettait de poser un regard différent sur les livres, parce que les livres, finalement, très souvent, c'est de la théorie. Et oui, c'est les codifications. C'est ça, exactement. Puis des choses que tu lis, puis tu te dis, mais voyons, ils disent tous la même chose, mais ils ne parlent pas de leur expérience. Et puis moi, c'est ça qui m'avait plu, c'est que j'avais passé par l'expérience avant d'aller vers la théorie. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant de faire le lien entre les deux. Et c'est ça qui m'a amené, donc, tout doucement à vouloir... moi, j'avais une facilité. Après les 3 années, j'avais une facilité. Je n'avais jamais cessé d'avoir de la facilité. Sauf qu'il y a beaucoup de gens dans les groupes que je suivais qui ne progressaient pas d'aucune façon. Donc, je m'étais dit, il y a un problème de pédagogie, sans rien enlever à Ron, qui était l'enseignant. Il y avait une façon de faire, mais pour moi, je me disais, il y a sûrement une façon plus pédagogique pour permettre à plusieurs personnes d'être capables de développer ce que j'étais capable de faire. Parce que moi, j'étais convaincu que j'étais pas... Oui, j'étais différent. J'allais dire que je suis pas comme tout le monde. Non, c'est pas vrai que je suis comme tout le monde. J'avais quand même depuis très jeune le sentiment d'être différent, à tort ou à raison. Hein. Et par contre, je me disais que c'est pas parce que je suis capable de le faire que je ne suis pas différent au point que les autres ne sont pas capables de le faire. Donc, j'étais convaincu que le défi que j'avais envie de relever, c'était de proposer une pédagogie permettant à tous de développer l'habileté intuitive. Et c'est ça un peu qui a été la continuité de l'enseignement de Ron, ça a été de vouloir justement donner de décortiquer un peu une méthode pour arriver à développer un enseignement qui soit accessible à tous, là, finalement. Alors, c'est culotté, mais en même temps, si l'expérienceur fait que ces expériences marchent, et qu'il a cette connaissance, et comme tu le disais, il n'a pas la théorie, si finalement, voilà, tout ce qui donne la structure, et tu parlais de problème d'incarnation, donc pour le coup, tu t'y diriges pour comprendre ce que tu fais, et de constater que tes facilités, tu peux peut-être en faire bénéficier ceux qui, en suivant les stages, n'arrivent pas forcément à faire, mais c'est une déduction que tu donnais, à savoir, peut-être que la pédagogie n'est pas bonne. Or, il n'y a peut-être pas que la pédagogie. Il y a des gens qui sont, j'allais dire, c'est pas tant qu'ils sont pas doués, c'est que c'est pas leur place.
ils sont pas faits pour ça. Alors que y en a qui ont des facilités, des gamins qui jouent à la guitare pour la première fois, spontanément, ils trouvent l'emplacement des doigts. Enfin, voilà, il y a des personnes qui sont faites pour certaines tâches. Totalement, ouais, c'est vrai, ça. Ouais. Donc, on peut permettre à quelqu'un qui est, comment est-ce que j'allais dire, qui n'est pas à l'aise avec ses doigts, d'apprendre à faire une sculpture, mais comme pour toi et la danse, ça va demander du temps. Donc, la pédagogie, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu souhaitais à travers le fait de faire ou de développer une pédagogie? C'était pouvoir t'adresser au grand nombre, au plus grand nombre? Oui, oui, mais c'était pas, non, il y avait ça, oui, bien sûr qu'il y avait cet objectif-là de se dire, ben oui, ça serait bien que ça soit accessible, mais c'était plus prétentieux que ça, je dirais. On va dire ça comme ça. Je vais assumer, il y a une prétention quand même, à l'époque, certainement, c'était moi, je voulais que l'intuition ne soit pas simplement une idée de dire, ah, mais je suis intuitif, toi, je suis intuitif comme ça, toi, on se lance comme ça, des trucs comme ça dans les airs, mais j'avais envie de parvenir à développer comme une forme d'école, on pourrait dire ça comme ceci, comme une forme de recherche, une démarche scientifique dans laquelle l'intuition devienne l'élément principal. Et c'était là que c'était prétentieux. Puis c'est là qu'à quelque part, je me prenais un peu comme... Mais c'est bien de faire une codification, parce que ça soit par rapport à la parapsychologie, au NDE, il a bien fallu des scientifiques. Je pense par exemple au docteur Jean-Jacques Charbonnier et tant d'autres. Le docteur Raymond Moody ou autres, de commencer à faire des classifications, des codifications, pour voir si, dans la démarche scientifique, il y a des répétitions, parce que comme tu l'as dit, quelque part, l'intuition, qu'est-ce que l'intuition? On peut constater, chacun d'entre nous, dans nos vies, qu'on a des intuitions, de penser à quelqu'un, le téléphone sonne, c'est la personne en question, d'aller faire certaines choses à certains moments donnés qui nous sont bénéfiques. Mais de là à dire d'où ça vient, comment ça vient, et comment, entre guillemets, se brancher continuellement sur l'intuition, là, c'est autre chose. Et même encore maintenant, que ça soit en Angleterre, en France, il y a des instituts qui essayent d'avoir cette démarche rationnelle et scientifique. Est-ce que tu te lances seul dans cette démarche? Ben, il faut se rappeler que là, c'est il y a quelques années de ça, cette réflexion-là. Ça remonte à combien? 40? 30? 30 ans peut-être, là. Ça fait un certain nombre d'années. Donc, c'est sûr que la démarche était prétentieuse à l'époque, et puis j'avais un côté un petit peu, comment dire, je ne sais pas si on peut dire le mot fendant. Ça se dit, ça, ici au Québec? En France? En France, oui. Non. Le côté prétentieux, un côté un peu prétentieux. J'étais timide, mais en même temps, un côté un peu frondeur et un peu prétentieux dans ce sens-là. Donc, mais j'avais vraiment une volonté de créer, même l'école au départ, c'était Centre pour l'avancement de la science de l'âme. C'était vraiment l'idée, quelque part, de reconnaître qu'il était possible d'accéder à une démarche intuitive avec une certaine forme d'objectivité. Et comment on pouvait arriver à faire ça? C'est là que ça m'avait amené, moi, vers l'écoute imaginaire, qui était une façon de reconnaître que si on utilise l'imaginaire comme un véhicule, mais ce véhicule-là me permet de voyager en moi, me permet de voyager en toi, me permet de voyager dans un art, me permet de voyager avec tout. Alors, et dans ce sens-là, évidemment, l'imaginaire, mais quelque part, pour moi, c'était le langage commun que nous avons tous permettant de développer l'intuition. Sauf que qu'est-ce qui fait que moi, je suis capable de développer mon intuition et que l'autre personne, à quelque part, imagine, c'est que moi, j'étais capable de reconnaître que l'imaginaire avec lequel j'étais en contact j'étais capable de rester dans une position de témoin par rapport à ça. C'est-à-dire que je reconnaissais justement que la perception imaginaire qui était là, plutôt que de l'interpréter, je prenais le temps de lui demander ce qu'elle avait à me dire. Et ça, c'est une nuance vraiment importante dans la démarche intuitive, c'est-à-dire que si je reconnais que l'imaginaire est un langage, est un messager, c'est-à-dire qu'une source d'information potentielle, et que moi, je me retrouve dans une position de témoin et je suis capable de discuter avec la perception imaginaire, on découvre alors une forme de langage, et c'est là qu'une forme de sagesse se révèle. Si on reste dans une position de subjectivité, c'est-à-dire moi, en tant qu'ego, je vois que telle chose, ça signifie telle chose, telle chose, telle chose, et je m'attribue l'interprétation de la manifestation, je perds à quelque part ma position de témoin, et là, je ne suis plus dans un processus intuitif. Alors, la nuance était là. Et c'est ça donc qui m'a amené donc à vouloir proposer un enseignement
qui permettait justement de développer donc une façon de fonctionner. Et cette façon de fonctionner, dans l'idéal, en fin de compte, de l'objectif que j'avais à l'époque, c'était de pouvoir transmettre une forme de procédure intuitive dans laquelle on apprenne justement à être capable d'observer la vie à travers cette forme de langage intuitif-là et de donc développer une connaissance de ce langage intuitif-là qui deviendrait de plus en plus importante et qui permettrait à l'être humain de se relier davantage, de s'harmoniser davantage avec cette force intuitive-là qui anime l'univers, selon moi. Alors, c'est ce qui est intéressant à travers ta propre codification des mots que tu utilises, c'est l'approche de l'imaginaire ou l'écoute imaginaire. Pour bon nombre de peuples racines, peuples premiers, c'est nos pensées ou la pensée qui crée l'univers, qui précède l'univers. Alors que d'après la science, c'est la matière qui précède l'esprit, ce qui n'est pas pareil. Pour les aborigènes d'Australie, voilà, nous vivons collectivement un rêve et nous créons un rêve. Pour les Indiens Hopis, il s'agit d'abord de penser et de créer le rêve avant de passer à la matière, à la réalité. Donc l'imaginaire, et d'ailleurs quand on dit que l'être humain est créatif, ou l'artiste que nous serions, tout est résumé dans cet imaginaire. Comment est-ce que tu peux, alors que tu as cette démarche intellectuelle, mettre en place des protocoles? Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller chercher justement dans peut-être ces peuples racines premiers? Tu as parlé du chamanisme, et c'est intéressant parce que le chamanisme demande avant tout l'expérience, et pas tant justement la compréhension, qui peut être un blabla mental, j'en sais rien. Et puis il y a aussi peut-être le fait qu'il y a eu des hommes ou des femmes avant toi qui ont essayé, qui ont exactement eu la même démarche que toi, et qui se sont dit, putain, mais il faut codifier. Et est-ce que tu t'es tourné vers ces personnes-là, ou est-ce que tu as eu l'idée de te tourner vers ces personnes-là? Les personnes qui avaient peut-être avant toi essayé de codifier, justement, de comment se connecter à cette écoute imaginaire ou l'intuition. C'est certain qu'à partir du moment où j'ai été dans les librairies pour essayer de découvrir un peu des réponses à ce que je faisais, c'est certain que j'ai découvert finalement qu'il y avait des auteurs qui étaient très intéressants. Par contre, à l'époque, quand il s'agissait de parler de l'intuition d'une façon presque concrète, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de parler d'intuition en disant il y a un troisième œil qui va s'ouvrir, ou vous voyez, ça pour moi, c'était pas concret, parce que pour moi, j'avais pas expérimenté ça. Donc pour moi, c'était un langage que si j'avais commencé à utiliser, j'aurais pas été en harmonie avec l'expérience que j'avais vécue. Donc moi, ce que je voulais parler, c'était de ce que j'avais vécu, puis de donner de rencontrer des références qui me permettraient d'aller dans ce sens-là. Alors pour moi, donc, il n'y avait pas tant d'auteurs que ça qui m'ont parlé. Puis curieusement, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est tout le courant scientifique, entre autres. Hein. Je me suis intéressé beaucoup aux recherches. Charles Tart, bon, des gens, tu en as nommé quelques-uns, Raymond Moody, bon, tous ces gens-là qui ont quand même tenté de justement donner une des explications, parce que c'est sûr que le côté théosophie aussi m'a beaucoup intéressé. La théosophie, c'est un courant très intéressant qui a cherché à bien exprimer justement qu'est-ce qu'on retrouvait dans les corps subtils, le corps éthérique, le corps émotionnel, l'astral, bon, tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Alice Bailey, que j'ai beaucoup aimé comme auteur, ce sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Krishnamurti, que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est des auteurs qui avaient quand même... Mais dans le processus intuitif, j'aurais plus de difficulté à dire oui, il y a tel auteur qui m'a donné des révélations. Non, c'était pas là que ça se passait, c'était plus, même au contraire, puis là je vais être encore prétentieux, c'est que j'avais la conviction, en fin de compte, ce que je comprenais, c'est que les seuls auteurs qui m'ont vraiment parlé au niveau intuitif, au niveau des perceptions subtiles, c'était la théosophie. Parce que la théosophie allait beaucoup plus loin. Même encore aujourd'hui, on trouve très peu d'auteurs qui parlent d'intuition, qui vont aborder certains nombres de sujets que moi, j'utilise tous les jours dans mes perceptions intuitives. Et ça, je trouvais que c'était quelque chose que je trouve dommage, parce que ça fait quand même plus de 30 ans, hein, et je trouve puis la théosophie, c'est encore plus loin, là. Ouais. Donc, depuis ce temps-là, quand on regarde dans les livres, le nombre d'auteurs qui vont parler de cette façon-là, de ce type de codification que moi j'observe, il y en a vraiment très peu. Par exemple, quand on regarde dans un champ énergétique d'une personne, moi, je vois des personnages.
Ces personnages-là, bon, des auteurs vont parler d'identité, des personnages, bon, diverses façons de présenter ça. Moi, personnellement, quand je parle de ces personnages-là que je vois dans les champs énergétiques, ça peut souvent faire référence à des événements de l'enfance de la personne, par exemple. Ça peut faire référence à des mémoires familiales, psychofamiliales, ça peut faire référence à des mémoires d'autres vies. Mais quand on regarde la démarche intuitive, on ne va pas tellement aborder cette notion justement de manifestation psychique de cet ordre-là, qui sont comme des mémoires finalement. Parce que quand je fais un travail comme ça, ce que je fais, c'est que je peux communiquer avec l'enfant qui est là, mettons de 5 ans, et il peut me répondre, je peux communiquer avec lui, je peux ensuite interagir avec lui pour le libérer de sa programmation. Et en faisant ça, bien évidemment, il se manifeste de nouvelles images, de nouvelles informations, comme si l'enfant se transformait. Parce qu'à partir du moment que je le déprogramme, que je le libère de sa programmation, bien l'enfant me montre d'autres expressions de lui-même qui m'indiquent justement ce que cette personne-là, l'adulte qui est devant moi, va avoir à apprendre à intégrer dans sa propre vie pour s'harmoniser à la dimension, à cette ressource énergétique qui était là. Donc tu parles en fait d'un adulte et de son enfant intérieur quand tu parles par de exemple. l'enfant. Par exemple. Voilà, Okay. par exemple. Alors c'est très intéressant le vocabulaire que tu utilises. Je serais curieux et vraiment de savoir comment le jeune homme que tu étais, quand tu fais ces 3 années de formation, que par exemple donc tu vois dans l'aura de la personne des personnages, comme tu les dis, tu les appelles, hein. C'est intéressant en même temps que tu nous dises, moi, mon expérience ne correspondait pas à celle des livres, en tout cas par rapport à la terminologie employée. Ce que tu as essayé de faire, donc, c'est de retranscrire ta propre expérience avec, j'allais dire, tes mots à toi, tout en ayant le souhait que cette terminologie puisse aider monsieur et madame tout le monde à rentrer dans ce monde imaginaire. Mm-hmm. Maintenant, quand on parle d'esprit, de possession, de monde parallèle, d'énergie, de gnomes, de fées, enfin bref, c'est large. Ça peut faire peur. Or, j'ai le sentiment que la manière dont tu en parles, c'est comme si c'était tiens mes potes, tiens mes copains. Enfin, voilà, j'ai pas le sentiment soit d'appréhension. Il y a beaucoup de gens qui par exemple, font des NDE, ont peur d'en parler, non pas tant pour être pris pour des fous, c'est juste qu'ils veulent mettre une chape de plomb sur l'expérience. Voilà, je sais pas ce que j'ai vécu, j'ai vu des trucs bizarres, ça me fait peur et je veux pas en savoir plus. Toi, au contraire, c'est mes amis. Le sentiment que j'en ai. C'est bien que tu es là, parce qu'à l'époque, j'avais énormément peur, moi. Quand j'ai suivi la formation avec Ron, j'avais été exorcisé. Et puis, la première fois que j'étais venu au stage que j'avais suivi avec lui, il y avait plein de gens qui criaient, pour aucune raison. Puis finalement, je comprenais que c'était parce qu'ils étaient animés par des entités. Donc, pour moi, c'était un univers que je ne m'étais vraiment pas... j'avais vu ça dans les films, mais je ne m'attendais pas à ce que je le vive dans une réalité comme celle-là, puis qu'on me dise que ce soit des entités. Et quand même, moi-même, quand j'avais été exorcisé, j'avais dit, OK, on m'a exorcisé. Puis la façon que Ron enseignait pour exorciser, c'était presque ridicule parce qu'il nous l'enseignait, puis nous, on mimait. On mimait ce qu'il faisait. Donc, on ne comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait. On comprenait ce qu'il faisait par le fait que les gestes qu'il posait. Donc, on le faisait un peu comme par mimétisme, qui était aussi pour moi une façon pas tout à fait juste, à mon sens à moi, d'apprendre. Puis, quand j'ai fini cette formation-là, j'avais très peur des entités. Parce que je ne les comprenais pas, parce que je voyais des personnages. Les personnages, finalement, c'est quoi la différence dans ces personnages-là? Tantôt, tu faisais référence à l'enfant intérieur, qui pouvait être là, il pouvait y avoir une mémoire d'autre vie, etc. Mais en quoi ces manifestations-là étaient différentes d'une entité, par exemple? Et ça, c'est une question, quelque part, qui a été longtemps présente en moi. Puis, ce que j'ai compris de ça, c'est que moi, en tant qu'être humain, je suis un individu physiquement reconnaissant, je suis identifiable par la matière que je suis et que je dégage. Maintenant, quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on constate que dans son champ énergétique, il y a donc des informations, des mémoires, qui ne sont pas en accord avec elle. Et ces informations-là, quand elles ne sont pas en accord avec elle, elles vont comme se greffer dans le champ énergétique, un peu comme une empreinte émotionnelle qui est là. Et l'individu n'en est pas nécessairement conscient, et il la traîne avec lui. Et selon le principe de la loi de l'attraction, ces informations-là qu'on traîne avec soi vont nous mettre en relation avec des gens qui vont, par un phénomène d'attraction, être en relation avec nous. Puis il va y avoir une genre
de mise en scène, hein, quelque part inconsciente, qui se fait dans ces mondes subtils-là et qui vont avoir des répercussions dans le monde terrestre, dans le monde physique. Puis c'est là que je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une entité? Moi, j'avais travaillé avec des gens qui, parce que suite à cet enseignement-là, j'avais donc eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont venus me voir. J'avais pas les entités, hein, donc la loi de l'attraction, en fait, que j'ai eu pas mal de gens qui sont venus avec des problèmes de cet ordre-là, des maisons hantées, des choses comme ça, alors que moi, j'avais jamais travaillé là-dessus, mais bon, ça se présentait comme ça. Et j'étais assez fasciné par les résultats que j'avais, puis surtout par ce que ça m'a donné comme compréhension. Parce que j'ai compris finalement que quand il y a une entité quelque part dans un lieu, c'est souvent parce qu'il y a un individu qui est dans un état de souffrance plus importante, une souffrance émotionnelle. Vivant, quand tu dis un individu, quelqu'un de vivant. Oui, oui, c'est un être vivant. Et que cet être vivant-là a une charge émotionnelle qui est très intense, très chargée. Et parce qu'elle est très chargée, ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? La loi d'attraction, c'est que cette charge émotionnelle va attirer à lui quelque chose qui est chargé aussi de la même façon que lui, un peu comme un genre de balancier. Et là, c'est sûr que cette charge émotionnelle-là, plus la sienne, ça va faire quelque chose de très, très dense. Donc, les mémoires qu'on va attirer vers nous, les énergies psychiques des personnes décédées, par exemple, qu'on va attirer vers nous, vont être chargées émotionnellement d'une façon très forte, et nous aussi. Donc, ça va générer quelque chose de très puissant, qui va prendre une forme effectivement beaucoup plus importante, qui va nous envahir un peu plus facilement aussi, parce qu'on va être prisonnier de cette charge émotionnelle-là. Donc, on va identifier cette charge émotionnelle comme étant quelque chose qui ne nous appartient pas. On va se sentir complètement envahi par elle. Et c'est ça, finalement, qui va souvent être associé à ce phénomène d'entité, en quelque sorte. Et puis moi, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'en faisant un travail sur cette énergie-là, cette mémoire-là, en la libérant de ces programmations, bien, on leur permettait de quitter. Et en ce moment-là, la personne se réappropriait quelque chose qu'elle avait abandonné, qui était relié à cette charge émotionnelle-là. C'est clair? Oui, très. Deux choses avant d'aborder sur comment procéder pour faire ce nettoyage, on va dire. Quand tu... alors, je sais pas, tu peux avoir peut-être 26, 27 ans, j'en sais rien. Que pense maman de son petit garçon qui évolue dans ce milieu-là? Ma mère est intéressée par ces choses-là. Donc, elle a une certaine fascination, une curiosité, une fascination, je pourrais dire ça comme ça. Mon père, lui, bon, il est plus en riant. Il voit ça plus en disant, mais c'est spécial, hein? Qu'est-ce qu'il fait mon fils? Hein? Il est plus comme dans un mode un peu comme en retrait. Mais ma mère, elle est plutôt contente, elle est plutôt fière de ça. Frères et sœurs, pour eux, c'est quoi? Si toi, tu étais on va dire, l'élément éthéré, pas dans le corps des enfants, de la famille, on peut peut-être penser que les frères et sœurs étaient peut-être un peu plus ancrés dans le corps et la matière. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur grand frère ou petit frère? Bien, je veux dire, ça, c'est une chose qu'on doit vivre avec assez rapidement. C'est-à-dire que dès qu'on aborde des sujets comme ceux-là, des amis, par exemple, je revenais avec la question, mais les amis, c'est des amis, on s'attend à ce que des amis on peut se parler de choses et d'autres, mais très vite, je me rendais compte que des amis, bien, on était amis, mais que ce sujet-là était un sujet qui était mis un petit peu en retrait. On pouvait faire plein de choses ensemble, mais ce sujet-là n'était pas un sujet qui était inclus tant que ça dans la conversation. Et puis, face à mes sœurs puis à mes frères, bien, j'avais un de mes frères qui, lui, je pense qu'il m'idolâtrait, il me mettait sur un piédestal, mais c'est pas juste par ce que je faisais, je pense que c'est par la position que j'avais dans la famille, selon lui, bon, c'est ça. Puis les autres, par contre, avaient effectivement une forme de respect, on va dire ça comme ça. Ils respectaient, mais on ne pouvait pas communiquer. Puis j'ai vécu ça beaucoup avec les amis aussi. Hein. Je constate que c'est une position... quand on fait ce genre de choses-là, bien, quelque part, les gens ne veulent pas nécessairement aborder ces sujets-là. Oui, il y en a qui vont être fascinés même, qui vont être très intéressés. Mais il y en a beaucoup qui ne vont pas vouloir trop aborder le sujet parce qu'une part, ça peut leur faire peur, parce que ça peut être aussi parce qu'ils jugent la chose ou ils sont ouverts à ça vraiment. Donc, on se trouve dans une position où je ne me sentais pas nécessairement accueilli dans ce que je faisais. Sauf dans le milieu dans lequel, évidemment, les gens étaient fascinés par ça. Là. Alors, ça amène la notion de pouvoir. Cette histoire, je vais te dire pourquoi je parle de ça. Dans le milieu chamanique, toute tradition confondue à ma connaissance en tout cas, c'est des luttes de pouvoir entre chamans, il y a vraiment la notion de guerrier, et puis la facilité qu'on pourrait avoir à avoir un ascendant sur les gens, tout simplement, sans compter que on manipule entre guillemets des énergies avec le monde invisible ou subtil. Donc
comment le jeune homme qui s'enorgueillit de vouloir mettre en place une codification pédagogique pour monsieur et madame tout le monde pour entrer en communication avec cet imaginaire, cet instinct, cette intuition, comment il se sent vis-à-vis de la notion du pouvoir qu'il pourrait avoir sur les autres, sans compter qu'il est doué de surcroît. Oui, oui. Mais j'étais vraiment pas là. C'est une bonne question, par exemple. C'est vrai que j'aurais pu effectivement avoir cette idée-là, mais puis c'est quelque chose qui est resté quand même relativement. C'est-à-dire que j'ai un orgueil, j'ai une fierté, j'avais une volonté aussi d'aller le plus loin possible. J'ai toujours cette volonté d'aller le plus loin possible dans la démarche intuitive. Donc, je suis assez critique avec moi. Je suis quelqu'un qui a assez une exigence par rapport à une lecture qui fait que j'ai envie d'une qualité constante. C'est ça qui est mon objectif. Ceci dit, dans l'enseignement, très vite, moi, j'ai mis un code d'éthique dans la pratique que j'enseigne. Et un des éléments, c'est on ne peut pas faire une lecture intuitive à quelqu'un sans son autorisation. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas, moi, décider de dire, mais tiens, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en toi sans te demander l'autorisation. Il y a quand même des nuances. Puis il y a des nuances quand même qu'on peut dire, dans un cas d'un enfant, par exemple, si c'est son père ou sa mère qui me demande de faire une lecture, je vais accepter de le faire. Mais ça pour dire que moi, une fois, j'avais passé un 24 décembre, un des plus ennuyants que j'ai vécu, avec une personne à côté de moi, dans une fête familiale, et cette personne ne me parlait pas de la soirée. Et je lui avais beau lui parler, elle ne me répondait pas. C'était assez étrange. Et à mon avis, j'ai su plusieurs semaines plus tard que cette personne-là, elle avait peur que je puisse lire en elle le 24 décembre au soir. Donc, juste pour dire que c'est intéressant parce qu'effectivement, moi, j'ai vu ça souvent. Quand j'étais plus jeune, des gens venaient me voir, j'étais au marché, je me rappelle, ça m'arrivait. Je vais vous donner un exemple, j'étais dans un endroit, j'avais peut-être une vingtaine d'années, puis quelqu'un me dit, vous êtes Sylvain? Je dis oui. Il dit, bien, vous êtes exactement comme mon fils qui s'est suicidé. Puis il commençait à me dire comment j'étais, puis c'était assez juste ce qu'il me disait. Puis là, il m'invitait à une cérémonie religieuse dans laquelle il était. Je n'avais pas été parce que j'avais eu un peu peur de ça quand j'étais assez jeune. Mais tout ça pour dire que ce genre de situation-là, quelque part, c'est intéressant, en même temps, il y a une forme d'intrusion là-dedans. Et cette intrusion-là, elle est dangereuse, je trouve, parce que c'est là qu'il y a une prise de pouvoir peut être faite. Et puis, moi, je me rappelle des gens qui venaient me voir après un cours le dimanche, c'est un week-end le cours, puis le dimanche, une personne venait me voir, puis elle me disait, « Sylvain, tu es venu me voir cette nuit, je te remercie, tu es venu me faire un soin. » Et puis moi, évidemment, j'aurais pu très bien dire, ben oui, c'est ça que moi j'ai juste à faire la nuit, de venir faire des soins à tout le monde, ben oui, je suis bienvenu. Mais j'ai volontairement dit, et ça c'était pour moi, c'est là quand tu me demandais qu'est-ce que la psychothérapie corporelle m'avait apporté, c'est que la psychothérapie corporelle met en bien évidence des notions de psychothérapie. Et la psychothérapie, c'est pas se mettre dans une position de pouvoir face à l'autre, mais plus de se mettre dans une position de relation d'aide face à l'autre. Et moi, ce que je comprenais de cette personne-là, c'est que pendant qu'elle s'était couchée, son imaginaire avait permis à quelque part à une image de moi, une expression de moi-même, de se manifester à elle. Et comme elle me donnait confiance, comme elle avait confiance en moi, elle avait accepté que cette perception-là, ces ressources créatrices et guérisseuses qu'elle avait en elle, de se manifester sous ma forme pour pouvoir la soigner. Donc, je lui ai expliqué ça en la remerciant, parce que ça veut dire qu'elle me faisait confiance. Mais pour bien faire comprendre aussi que ce n'était pas moi qui commençait à faire ce type de voyage-là, parce que là, c'est là qu'on tombe dans les dérives de pouvoir, justement, parce que là, on pourrait dire, ben oui, je viens de voir tous les soirs. Vous voyez, cette espèce de situation qu'on retrouve quelquefois, malheureusement, moi, j'ai vu ça souvent avec les gourous. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose moi, je trouve personnellement, qui peut être dangereux. Ça peut être bien, ça peut être dangereux. Il faut savoir bien gérer ces choses-là, oui. Alors, comment nettoyer? Tout à l'heure, tu parlais de nettoyer, puisque tout ça, c'est des énergies, hein, donc c'est vraiment plus-moins, ce qu'on attire, résonne ou au contraire repousse. Alors, finalement, même pour toi, l'étiquette que tu te donneras, elle est pas facile. Est-ce qu'on peut parler d'énergéticien? Est-ce qu'on peut parler de chaman? Est-ce qu'on peut parler d'exorciste? J'en sais rien. Je sais même pas comment, si les gens arrivent à te mettre là aussi dans des cases, sachant que quelque part tu refuses les cases existantes et tu en crées de nouvelles, ce qui est encore peut-être plus difficile pour les gens de dire mais finalement où est-ce que je le mets par rapport à leur référentiel? On aime bien être sécurisé par rapport à ce qu'on croit connaître. Oui, mais c'est là que la prétention de mon côté, elle existe. Il faut quand même l'admettre. Mais ceci dit, il y a quand même quelque chose derrière ça aussi. C'est-à-dire que, comme tu le dis si bien, un exorciste,
un guérisseur, un clairvoyant, un médium. Ce seraient tous des titres différents, tu vois. Et puis, quand moi j'ai suivi la formation avec Ron, la première chose que j'ai compris, c'est que lui nous enseignait un tas de choses et il n'avait pas d'étiquette qui faisait dire qu'on était ceci, on était cela, on était un ensemble de choses, qu'on était capable de faire un ensemble de choses. Et puis moi, ce qui a été l'élément premier de ma motivation, c'est de me dire, ben oui, il fallait vraiment que, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, c'est de développer une pédagogie qui permette aux gens, quelque part, de comprendre qu'on peut faire un ensemble de choses et que, par exemple, moi, je trouve ça malheureux, hein, par exemple, que quand on va voir un voyant, le voyant va nous parler de notre avenir, que quand on va voir un clairvoyant, il va nous parler de notre champ énergétique, que notre guérisseur, ben, il va nous parler de soins, que notre exorceur va nous parler d'entité, puis il va enlever d'entité. Vous voyez, on tombe dans une forme de spécialisation, quelque part, mais une spécialisation qui ne tient pas compte de l'ensemble. Et puis moi, ce que je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui serait intéressant, ça serait d'être capable d'intervenir sur l'ensemble des problèmes de la santé d'une personne. Quand je dis problèmes de santé, je fais référence donc à l'aspect énergétique, à l'aspect émotionnel, à l'aspect spirituel. Donc, vous voyez, j'avais envie d'intégrer plein tout ce qui a trait à la disharmonie de l'être. Oui, puis les façons que j'allais faire pour soigner ces gens-là, mais ce serait à travers donc les soins énergétiques, qui pour moi, donc, c'est la capacité de donner la lumière à quelqu'un. Cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle révèle l'ombre. L'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie qui peut être perturbée, mais l'énergie, qu'est-ce que c'est? L'énergie est animée par de l'information, par de la psycho-émotionnelle, des mémoires. Donc, on apprend donc à travailler sur les mémoires pour justement, par l'énergie, par le travail intuitif, par la déprogrammation, qui est une technique où on transmet à les mémoires tout ce dont elle a besoin pour qu'elle ne soit plus prisonnière. Bon, on apprend justement à unifier, à réunifier donc la personne à son être profond. Et à travers la dimension spirituelle, bon, on la met en relation avec son âme. Son âme, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une expression lumineuse. Donc, c'est un exercice, c'est un jeu, une projection, en fin de compte, où on amène notre partenaire à se relier à cette énergie-là, puis à voir comment elle le reçoit. Puis à travers ça, on observe des réactions, des transformations. Et c'est comme ça qu'on arrive justement, à travers tous ces moyens-là, à faire un voyage dans lequel l'être humain reconnaît qu'il est unifié en une seule partie, que toutes ces façons d'aborder la réalité d'un même individu, en fin de compte, sont toujours les mêmes, sauf qu'on va en parler en des termes différents. Comme si je parle de l'énergie, ben, je vais peut-être parler d'un organe, par exemple, ou d'un chakra, ou des choses comme ça. Si je parle d'un point de vue psycho-émotionnel, ben, je vais parler plus de mémoire qui influe, donc l'énergie. Si on point de vue spirituel, on peut amener des guides. Vous voyez, c'est toujours... Mais tout ça, finalement, fait partie d'une même réalité à mes yeux, moi. Oui, je comprends. En fait, j'allais dire, tu es un traducteur. Un terme qui m'est venu, c'est un traducteur. Voilà. Plutôt que d'être traducteur d'une seule langue, bah pour le coup, tu es traducteur de plusieurs langues. Tu parles plusieurs langues qui, finalement, c'est différents mots pour parler de la même chose. Finalement, ce que tu as appris, Ron, au tout début, et c'est ça qui est quelque part génial. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile, soit passer de la théorie à la pratique, ou de la pratique à la théorie. J'en sais rien. Mais en tout cas, rares sont ceux qui expérimentent d'abord pour après théoriser sur ce qu'ils ont pratiqué. Et ce qui est génial avec la manière dont tu l'exprimes, c'est d'avoir eu l'occasion de voir tous les points communs de toutes ces différentes traditions, ou pas d'ailleurs, parce qu'il autant on peut parler de tradition, autant aujourd'hui il y a tellement de pratiques qui naissent ou qui sont nées le siècle dernier. Alors peut-être des bribes, des avatars de très grandes traditions ou anciennes, mais en tout cas d'avoir pu dire bah, finalement, voilà, on parle de la même chose, mais à travers différentes langues. Et je me mets à votre niveau pour parler le langage qui vous est le plus familier. En même temps, ce qui est génial de là où tu regardes, c'est que qu'importe les mots. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est le résultat. Ouais. Et le résultat, tu vois comment l'obtenir en te mettant au niveau de la personne. Si la personne a besoin d'entendre certains mots MOTS pour se libérer de ces mots MAUX, où est le problème? Je me sers des croyances de l'individu. Et ces croyances, c'est son langage. Finalement, un langage est un système de pensée. Oui, puis ce langage-là, effectivement, qui est relié donc à ses croyances et tout ça, par le biais de l'interaction que j'ai avec ces croyances-là, ça révèle finalement l'essence de l'individu. Et c'est là que ça devient vraiment important parce que l'essence de l'individu, finalement, nous relie à quoi? Elle nous relie que nous sommes tous une essence de quelque chose. Et que cette essence-là, finalement, nous ramène donc à cette notion de l'humanité, on va dire ça comme ceci, quel est le sens de l'humanité sur Terre. Puis on peut se dire, mais peut-être que cette
ce sens-là, quelque part, repose sur ce principe qu'on est tous de la lumière, finalement, puis cette lumière-là a pour objectif de retrouver son alignement avec son essence plus vaste, et que si on était tous capables de faire ça, bien, on réinventerait le monde. Hein? Puis quand tantôt, je faisais la référence à vos traditions chamaniques qui disent qu'on crée. Hein? Alors, je pense que c'est là, quand on est tous alignés, là, on crée un univers complètement différent de celui qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, explique-nous, si tu peux, parce que c'est pas forcément évident, comment... tu parlais de cet alignement. Je vais reprendre sur la base des mots que tu venais de nous dire. Comment est-ce que tu peux faire en sorte de redonner cet alignement? D'ailleurs, est-ce que tu donnes quoi que ce soit? Je ne sais pas, parce que, imaginons, j'ai un blocage énergétique. Je viens te voir. Tu nettoies l'énergétique. Mais si tu nettoies le bouchon qu'il y avait dans son réseau énergétique, c'est pas pour autant que la mémoire originelle qui a créé le bouchon, donc la névrose, le trauma, ou peut-être transgénérationnel, qu'importe le terme qu'on utilise, est réglée. Donc tout à l'heure, par exemple, tu parlais du petit enfant. On va parler au petit enfant. Est-ce que la personne est prête à accepter d'accueillir un peu plus, de s'ouvrir un peu plus? Est-ce qu'elle a conscience que, en fait, elle veut, entre guillemets, guérir? Elle veut guérir, alors tout physique ou qu'importe le corps qui est touché. Hein. Je veux aller mieux dans ma vie, je veux plus d'amour, je veux plus de paix, plus, être plus grand, plus beau, plus fort. Je me tourne vers Sylvain. Sylvain, est-ce que tu peux m'aider? Oui. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt peut-être à donner de vous? J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux faire des miracles, littéralement, au regard de toutes les parts inconscientes de l'individu qui croit penser, qui voudrait recevoir plein de choses, et puis au final, qu'est-ce qu'il est prêt à donner de lui-même? Je sais pas. Mais tu vois, ça me fait penser, moi j'ai eu la chance de travailler dans un hôpital pendant plusieurs années, non pas en tant que guérisseur ou soignant, hein, mais simplement, je travaillais avec des patients en gérontologie et en soins prolongés. Et puis j'ai la chance d'avoir une infirmière qui croyait beaucoup en ce que je faisais et qui m'a donné l'occasion de soigner des gens qui étaient donc dans les soins prolongés, dont une personne qui était atteinte d'une maladie qu'on venait de déclarer comme incurable. Incurable, c'est ça, qu'elle allait mourir d'ici 1 an. Et puis cette personne-là, on l'a soignée pendant 3 soins que je lui ai donnés. Et à chaque fois, il y a eu des grosses réactions, des grosses poussées de fièvre. Mais comme cette infirmière-là était là, elle gérait, elle lui conseillait, donc elle s'assurait que tout était correct. Mais elle lui disait de ne pas prendre de médication inutile, de vraiment donc faire le processus, accepter le processus. Et puis après le premier soin, déjà, elle était beaucoup mieux, elle s'est retrouvée dans une chaise roulante. Après le deuxième soin, elle s'est remise à marcher, puis elle a vraiment retrouvé la vitalité. Puis plusieurs années plus tard, elle est revenue nous voir pour nous remercier, puis nous dire bonjour, etc. Donc, ça pour dire que ça, c'est une forme, on pourrait dire, c'est un peu comme un miracle. Hein? Mais ce miracle-là, finalement, il repose sur quoi? Il repose sur l'ignorance de l'être humain, quelque part, qui donne un point de vue, par exemple, le médecin qui disait quelque chose. Ce point de vue-là, évidemment, peut être relativement juste par rapport à la connaissance qu'il a, mais en même temps, on oublie quelque part un paramètre important, qui est finalement cette capacité que nous avons de nous relier à quelque chose de plus grand que soi. Et ça touche un peu la guérison par la foi, par exemple. Moi, j'ai simplement donc redonné de la vitalité à cette femme-là. J'ai simplement retransmis de la lumière dans son corps, puis j'ai constaté qu'en faisant ça, effectivement, il y a eu des grosses transformations qui se sont faites chez cette personne-là. Donc, les miracles, ils vont se situer là, sur des gens très malades en général. C'est là qu'on va pouvoir avoir les plus beaux miracles, parce que ces gens-là sont dans un grand besoin, tout simplement. Donc, si ils sont dans un grand besoin et que nous, on leur donne le besoin qu'ils ont, qui est nécessaire pour qu'ils retrouvent la santé, on a des fortes chances de voir des grandes situations de transformation se faire. Si on va vers les bien portants, relativement bien portants, la transformation va être plus complexe. Parce qu'évidemment, on va amener ces gens-là à se connecter avec des zones de résistance, des zones des limitations, etc. Alors moi, mon rôle à ce moment-là, quand ces gens-là viennent me voir, c'est plus un travail d'apprivoisement. Je leur mets en contact avec des mémoires qui sont présentes en eux, je vois les problématiques énergétiques qui sont présentes et on cherche à travailler à quelque part pour que l'individu cherche à se réunifier
à tout ça. Hein, c'est ça finalement. Le concept de la guérison, pour moi, qu'elle soit énergétique ou même psycho-émotionnelle, c'est la réunification. Se réunifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis comme un être vertical, et cet être vertical reçoit de l'énergie de haut en bas d'une façon parfaitement fluide et harmonieuse. Ça, c'est la santé parfaite. Au niveau psycho-émotionnel, elle reçoit des influx psychiques et émotionnels qui sont parfaitement en harmonie avec elle. Donc, son cerveau reçoit plein de signaux qui sont parfaitement cohérents avec ce qu'il est. C'est la cohérence. Hein, quand je suis cohérent avec moi-même dans toute la profondeur de mon être, bien, je suis en santé psycho-émotionnelle. Alors, donc, tout le travail que j'essaie de faire, moi, avec les gens, que ce soit en une consultation, que ce soit en plusieurs consultations, c'est d'abord et avant tout de les relier dans un axe qui est celui de la verticalité. Alors, cet axe de verticalité, il a attendu une consultation, je peux être capable d'arriver à leur montrer cet axe-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont l'intégrer? L'intégrer, ça veut donc dire, est-ce qu'ils vont être capables de se l'approprier et amener une transformation? Peut-être que dans certains cas, oui. Il y a des gens qui vont avoir des transformations profondes après une consultation et d'autres vont prendre beaucoup plus de temps pour amener cette transformation à prendre forme. Alors, évidemment, il y a une question de rythme à chacun, puis bon, d'accompagnement qui peut être différent pour chaque individu. Là, c'est du cas par cas, je dirais, à ce moment-là. Donc, je redonne les différents outils: pleine conscience intuitive, rituel chamanique, psycho-énergétique, naturopathie énergétique, coaching évolutif, thérapie quantique. Autant d'étiquettes, à mon sens, pour essayer d'aider les personnes qui viennent, en fonction de leurs problématiques, à trouver cet alignement. On pourrait dire ça comme ça. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'ils viennent en sachant ce qui est le plus pertinent pour eux à travers tout ce que je viens d'énumérer. C'est intéressant que tu l'énumères parce qu'en fin de compte, la pleine conscience intuitive qui est à l'écoute imaginaire est devenue la pleine conscience intuitive parce que justement, je me sentais plus à l'aise avec cette terminologie-là, surtout que mes étudiants n'étaient pas à l'aise avec l'écoute imaginaire. Le mot imaginaire était difficile pour eux à assumer. Ouais, très difficile, oui. Donc, la pleine conscience intuitive donc, est une démarche dans laquelle il y a le décodage intuitif, donc la lecture intuitive, donc d'apprendre à interpréter, non pas interpréter, mais à communiquer avec les perceptions intuitives sur soi-même ou sur un partenaire. La déprogrammation de la mémoire cellulaire qui consiste justement à donner à une information mémorielle une demande. Par exemple, si dans ton genou, on me dit j'ai besoin de douceur, bien moi je t'envoie de la douceur et je vais donc constater que dans ton genou, il y a une transformation qui va en résulter. Et cette transformation va me faire émerger de nouvelles solutions, de nouvelles façons de te concevoir qui vont nous mettre en relation avec un potentiel évolutif. Le potentiel évolutif n'est pas présent en toi. Il est en train d'émerger en toi. Et moi, mon rôle, ça va être d'amener l'individu justement à devenir conscient de cette émergence-là pour que cet individu lui donne assez de valeur pour avoir envie de l'incarner. Donc, un plan d'action qui va être proposé aussi pour favoriser ça. Tu vois? Alors, juste un exemple, juste par rapport à ce dont tu me parles. Hein. Donc, une personne par rapport à son genou, donc ça sous-entend qu'elle vient te voir parce qu'elle a un problème au genou? Par exemple, oui. Et donc, toi, ton objectif, ça serait quoi? Bien, dans un premier temps, ça serait de questionner son genou pour comprendre la raison d'être de la perturbation. Et à partir du moment que c'est compris, bien, ce que je vais faire avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est que j'ai observé avec la pratique que quand je demandais à la région du corps, le genou, ce dont il avait besoin pour ne plus être dans cette blessure, je ne sais pas moi, d'injustice, par exemple, ben, le genou allait me dire, ben, j'aurais besoin de douceur, par exemple. Et moi, si je lui donne de la douceur, et comment je vais faire de la douceur, c'est que je vais émettre une intention de douceur que je vais mettre dans mon petit véhicule imaginaire. Le petit véhicule imaginaire, je vais l'envoyer vers le genou, et dans le genou, il y a une transformation qui va en résulter. Et cette transformation va me faire voir que derrière l'injustice émotionnelle qui est associée au genou, il y a quelque chose qui est une ressource créatrice que l'individu ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop fortement identifié à l'injustice. Il ne voit pas derrière qu'est-ce qui serait la solution. Et quand j'envoie donc la douceur, bien, je peux voir apparaître à ce moment-là, comme, je ne sais pas, moi je donne l'exemple, une image de la personne en question qui est très fière et qui commence à assumer justement cette fierté-là qui est en elle parce qu'elle se rend compte justement que toute sa vie, on lui a interdit d'être fière parce qu'il fallait justement ne pas être fier dans la vie, dans la vie avec les autres personnes. D'accord. Donc, ce serait un message d'évolution. En fait, voilà. Ce serait ça. Le genou cacherait un message au-delà de la colère ou de la rancœur, etc. Elle a un sens caché, l'autre face de la pièce, si je puis dire, qui permettrait à la personne d'être un peu plus dans cet alignement dont tu parlais.
C'est ça. C'est un peu comme s'il y avait, dans la mémoire, on doit comprendre une chose. Quand on observe quelqu'un, on peut dire à quelqu'un, ben, t'es comme ci, t'es comme ça. On peut être très négatif à quelqu'un quand on regarde quelqu'un. Ou on peut dire, ah, t'es donc bien merveilleux, t'es donc fantastique. On peut vraiment avoir deux volets. Alors, dans la mémoire, c'est la même chose. Puis le danger de la mémoire, justement, c'est de la figer. La figer, c'est de dire, ah, ben la mémoire, quelque part, je perçois qu'elle est hypocrite. C'est un peu comme si je te disais, tu es hypocrite. Tu vois, en faisant ça, on vient de figer quelque chose, de cristalliser quelque chose. La déprogrammation, c'est tout le contraire. La déprogrammation va consister à donner à l'émotion, par exemple, d'hypocrisie, de lui donner ce dont elle a besoin pour ne plus être hypocrite. Alors, si on fait ça, ben, on est en train d'accéder à autre chose. Alors, c'est comme si on passait de la mémoire limitative. La mémoire limitative, c'est la mémoire figée, cristallisée, à une mémoire expansive, évolutive, qui, elle, nous amène ailleurs, qui nous amène dans un processus de plus grande harmonie avec soi à ce moment-là. OK. Revenons sur l'exemple du genou. Quand tu perçois l'information d'évolution cachée dans le problème au genou et que tu la donnes à la personne, comment elle peut, alors est-ce qu'elle a à faire une démarche pour, j'allais dire, accueillir cette information d'évolution que tu lui donnerais? Par exemple, donc d'être reconnue. Mm-hmm. Bon, mais qu'est-ce qu'elle en fait? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ben, tu vois, c'est que il y a plusieurs phases dans le processus. Hein? Donc, le décodage, ensuite la déprogrammation. Puis après ça, évidemment, à partir du moment que cette déprogrammation a été faite, il y a eu donc une réactualisation de quelque chose qui lui indique un certain chemin à suivre. La personne, si elle me dit « oui, je suis complètement d'accord avec ça », elle est en train donc d'ancrer quelque chose. Elle est en train de reconnaître que ce désir qu'elle a de changer, que je lui offre, que je lui propose, elle le reconnaît, donc elle se l'approprie. Et si elle se l'approprie, bien évidemment, qu'est-ce que seraient les actions qu'elle pourrait faire? Bon, on met en place un genre de collaboration pour que la personne commence à reconnaître effectivement qu'elle pourrait faire des actions dans ce sens-là. Et le fait évidemment que cette reconnaissance se fait, souvent ça va créer un apaisement à elle. Donc elle va reconnaître que ça lui fait du bien, que ce changement-là, qu'elle accueille cette énergie-là. Puis ensuite, il y a le soin aussi. Le soin, ça va être de contribuer à favoriser une circulation énergétique dans la région en question. Donc, si je fais ça, bien évidemment, je donne l'opportunité aussi au cerveau de la personne à, d'une part, se rendre conscient d'un potentiel évolutif qui est en elle. Donc, les connexions neurales peuvent commencer à prendre forme différemment. Et le soin énergétique peut renforcer ça. Donc, ça va être une chose. Ensuite, maintenant, la personne... comme je dis, il y a des consultations qui sont des consultations plutôt globales, où on va prendre le temps de faire un voyage avec mon partenaire pour lui montrer ce potentiel évolutif-là. Puis à partir de là, si la personne, elle souhaite aller un peu plus loin, bien là, évidemment, il y a d'autres outils qui vont être proposés pour que mon partenaire devienne participant, c'est-à-dire qu'il commence à comprendre que lui aussi peut intervenir, puis qu'il puisse faire des actions guérisseuses qui vont l'amener justement à ne pas être passif dans le processus de guérison, mais à devenir vraiment proactif dans sa démarche de soins. Donc, si cette volonté d'affirmation qui est en lui est reconnue, ben moi, je pourrais lui donner d'autres outils pour qu'il apprenne justement à se les approprier, puis à leur donner encore plus de densité dans sa propre vie. Est-ce que les rituels chamaniques en font partie? Ça fait partie, les rituels chamaniques, en fin de compte, les volets dont tu as parlé, c'est que à travers la démarche d'un enseignement, j'ai voulu élargir les palettes de couleurs de l'enseignement de la pleine conscience intuitive, puisque ce que je viens de te décrire, donc soins énergétiques, déprogrammation et décollage intuitif, c'est vraiment le squelette de la pleine conscience intuitive. C'est ça les 3 premiers éléments de base essentiels, et c'est ça qui est enseigné dans toute la démarche. Maintenant, dans cette démarche-là, effectivement, il y a un protocole, et la personne va être couchée. Mettons, si je le fais sur moi-même, bien, je suis assis, par exemple, et je suis dans un état un peu fermé les yeux, j'explore, je bouge pas, tu vois. Le rituel chamanique, c'est complètement différent. Le rituel chamanique ouvre la porte, justement, à l'utilisation du son, par exemple, le son guérisseur. Donc, un enseignement qui est proposé par une étudiante à moi qui a fait ma formation, qui est chanteuse, et qui a développé, donc, un enseignement pour utiliser le son pour travailler avec la pleine conscience intuitive. Donc, à ce moment-là, c'est pas uniquement, donc, un genre de dialogue comme ça, mais on va utiliser, donc, le son pour amener des réactions dans le corps. La déprogrammation, c'est un son qui va amener donc une déprogrammation, et ainsi de suite. Donc, c'est toute une autre façon de faire. Il peut y avoir effectivement des choses qui vont s'apparenter à des constellations. Le rituel chamanique, c'est des mises en scène. Des mises en scène dans lesquelles il peut y avoir des odeurs, donc on peut utiliser des huiles essentielles. On peut également utiliser le mouvement. Donc, le mouvement, c'est donc ne pas être simplement assis ou couché, mais on peut se mettre à se mouvoir. Donc, à prendre conscience que dans le mouvement, il peut y avoir de nouvelles informations intuitives qui se manifestent en nous, par exemple. Tu vois, c'est toutes des choses qui vont amener, qui vont faire émerger finalement en soi des ressources
qui n'étaient pas accessibles autrement. Donc, le processus de décodage, déprogrammation et soins vont s'appliquer dans le mouvement, par exemple. Tu vois, ou peuvent s'appliquer, par exemple, dans ce que j'appelle les thérapies projectives. C'est-à-dire, les thérapies projectives, c'est qu'on pourrait dire, ben voilà, je sais pas, le coussin qui est là, c'est ta mère. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à ta mère, tu vois? Donc, moi, en tant que thérapeute, ben, je peux observer la mère qui est là, OK? Même si c'est pas la mère qui est là, et je peux donc te proposer donc, de faire un travail de cette façon-là, tu vois? Donc, il y a plein de façons d'utiliser l'imaginaire pour... le monde imaginaire peut être en l'intérieur de soi, il peut être sur un objet, il peut être dans le mouvement, il peut être dans plein de façons de faire. Et le rituel chamanique, c'est un ensemble donc d'approches qui vont être plus corporelles finalement, en quelque sorte, donc dans lequel on se rapproche plus des mises en scène, des rituels aussi, le pardon, le rituel, des rituels finalement de célébration, des rituels de différents ordres qui vont se faire à ce moment-là. C'est intéressant parce que... Alors, quand je dis intéressant... Les rituels aujourd'hui, on en a tous sans le savoir. Le rituel du matin, prendre son café, se laver les dents, mettre au boulot dodo, enfin, on a plein de rituels. Sauf que on n'y fait aucunement attention. Ils ne sont pas sacralisés. On met l'étiquette d'habitude, sans mesurer l'importance d'un rituel. Quand tu abordes ça, alors c'est intéressant d'ailleurs quand tu parles de rituel chamanique. Pourquoi avoir utilisé le terme chamanique? Parce que tu aurais pu utiliser juste le mot rituel, limite, et qui pourrait susciter d'autant plus le question, rituel, qu'est-ce qu'il met derrière? Rituel, pourquoi juste rituel? Ce que je veux dire par là, c'est que le rituel redonne du sens. Quand tu poses ces rituels dont tu parles, que ça soit à travers le mouvement, à travers le son, c'est les choses qu'on fait au quotidien. On chante peut-être sous la douche, on marche peut-être pour aller au boulot ou dans le métro, que sais-je. Est-ce à dire que ce que tu proposes, c'est de revenir à remettre du sens et du sacré dans ce que nous faisons peut-être au quotidien sans même le savoir? Certainement, oui. Certainement, il y a un peu de ça dans cette voie-là. Puis aussi, c'est que la démarche intuitive, moi, j'étais un peu pris dans cette espèce de démarche intuitive, un peu fixe. Hein? J'étais assis, on est debout, on est couché, comme je disais tantôt. Il y a quelque chose là-dedans qui était un peu comme de l'immobilisme, en fin de compte. Hein? Figé, puis oui, c'était figé un peu. Puis moi, quelque part, j'aime l'idée, quelque part, de progresser, d'évoluer. Puis l'idée d'amener cette notion du rituel, c'était de permettre, justement, donc, de faire exploser un peu cette espèce de... Gang. Oui, voilà, exactement. Pour créer quelque chose de plus dynamique, de plus mouvementé, quelque part, dans lequel on comprend, justement, que ce qui se passe en soi, je peux le faire sortir en moi. Tu sais, comme je dis, j'ai de la tristesse en moi, bien, mets-la sur ton fauteuil, sur le coussin qui est là. Ouais. Hein, quelque part, c'est donc de faire incarner quelque part dans le coussin quelque chose qui est en moi. Si je fais un rituel dans lequel je me mets à mouvoir, puis à mouvoir ma tristesse, bien, quelque part, ça aussi, ça fait partie de prendre quelque chose qui est en moi, puis de le faire sortir de moi. Et c'était un peu le sens du rituel. C'est de vraiment apprendre à reconnaître quelque part qu'en dedans de nous, il y a plein de choses qui se passent, puis on peut donner le droit d'exister, de faire exister ces choses-là dans un monde plus incarné. Sylvain, merci de l'avoir exprimé tel que tu viens de l'exprimer. Au regard de ce que j'ai dit et que tu viens de rebondir, celle qui t'écoute pourrait peut-être se dire, bon, considérer ce coussin comme ma belle-mère ou mon père ou mon frère ou que sais-je, pour exorciser ce que je vis intérieurement. Nos sociétés sont tellement, en tout cas occidentales, dans l'aseptisation de tout. On veut que l'être humain soit comme un petit robot bien gentil. On n'a pas le droit d'exprimer nos émotions. Si tu as quelque chose à dire et que tu n'es pas d'accord, il faut faire des procédures juridiques, mais en gardant cet aspect toujours bien lisse, propre. Hein. Donc, toute nos sociétés est dans le déni de ce qui se passe intérieurement. Les émotions ne doivent pas être vécues. Et toi, tu nous dis, il se passe des choses en vous. Allez, on va les explorer. Bon, le coussin, c'est votre mère. Alors, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu nous dis avec une certaine forme de facilité, là, peut paraître insurmontable pour bon nombre de personnes. C'est-à-dire, vas-y, bouge. Oui, comment? Vas-y, crie.
vas-y, parle, exprime, ressens. Ça doit être extrêmement difficile. C'est comme si, quelque part, tu étais, encore une fois, un metteur en scène et que tu avais des jeunes acteurs qui connaissaient pas encore très bien leur métier, si je puis dire, et que tu essayais un peu de les driver, les coacher pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est là justement que ça devient intéressant d'avoir une expertise nous-mêmes en tant que thérapeute intuitif, parce que si je dis ta mère est là, qu'est-ce que tu as à lui dire, puis toi tu me dis je sais pas quoi lui dire, puis moi je te dis ah mais c'est drôle parce que ta mère elle te dit telle chose. Ah ben là, ça commence à... Tu vois, il y a quelque chose de à ce moment-là qui devient plus aisé. Parce que tu dis, OK, la mère qui est là me dit quelque chose. Et là, on commence à tomber dans une forme de jeu. Puis c'est ça un peu. Le concept du jeu, finalement, c'est de rendre à quelque part quelque chose de vivant, qui est en soi toujours, mais qui n'est pas vivant parce qu'on ne lui donne pas la vie. Et que moi, parce que je suis thérapeute intuitif, je suis capable de donner vie à ça. Mais là, ça crée un autre mouvement qui devient beaucoup plus riche et intéressant. Et c'est ça, quelque part, qui est toute la volonté que j'avais, moi, de permettre un enseignement où le thérapeute intuitif est capable donc de faire une lecture d'une personne, mais capable de l'accompagner. L'accompagner, par exemple, dans une démarche comme celle que je viens de décrire, bien, ça enrichit de beaucoup la palette de couleurs des possibilités d'aider quelqu'un. Parce que, comme tu dis si bien, il y a bien des gens qui ne seraient pas capables de travailler là-dessus, même si c'est un truc très simple, ils ne seraient pas capables de jouer le jeu, tu vois. Alors, le fait de pouvoir les interagir, de les amener à interagir, puis si jamais la personne n'arrive pas à embarquer dans le jeu, bien, à ce moment-là, je la ramène simplement à elle, puis je continue simplement le travail, tu vois. Elle devient plus passive à ce moment-là, tu comprends? Là, c'est une invitation à ce qu'elle devienne plus autonome et plus interactive avec, tu vois. Mais est-ce qu'ils en ont conscience? Est-ce qu'ils ont... Enfin, je parle de ceux et celles que tu reçois. Hein. Est-ce qu'ils ont conscience que, quelque part, le fait d'exorciser, d'exprimer leurs émotions avec ton aide, c'est un moyen pour eux de casser la gangue, de casser les murs qu'ils ont dressés tout au fil de ces années? Bien, je vais te dire très franchement que quand ils ont compris, parce que là, je te donne un exemple là, mais il y a l'exemple de concept des chaises, des techniques comme ça qui sont très intéressantes et qui vont vraiment faire... Moi, j'ai passé à travers ça parce que je me rappelle quand j'avais une vingtaine d'années, on avait un enseignement comme ça. C'est comme ça que j'ai reconnu la qualité de ces interventions-là. Et on libérait des émotions, c'était fou, là, on perdait on appelait la chaise électrique, tu vois, juste pour te montrer. On la voyait vraiment comme dangereuse. Et puis on pouvait vraiment aller très loin. Alors évidemment, l'idée, ce n'est pas aller très loin, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va pousser quelqu'un pour exprimer des trucs incroyables. Mais ce que je veux faire comprendre dans cette démarche-là, c'est qu'on peut apprendre justement à s'harmoniser à soi. Par exemple, si c'est ma mère avec laquelle je suis en conflit qui est là, et j'interagis avec elle, l'objectif n'est pas même de libérer de l'émotion inutilement. Non, c'est de dire de quelle façon que ce travail que tu fais avec ta mère peut t'amener à faire la paix avec toi. C'est ça la clé première. Parce que si je fais la paix avec moi, bien, je risque de faire la paix avec ma mère. Parce que je ne suis plus dans un processus de réaction vis-à-vis d'elle. Je suis dans un processus où moi, je suis en paix avec elle. Donc, si elle veut me tendre la main, j'ai aucun problème avec ça. Et tu vois, c'est ça un peu l'idée. C'est d'humaniser ce que nous sommes, parce que toi, tu disais tantôt, on est pris avec ce qu'on est autour de soi. Pourquoi? Parce que la société nous dit, tu n'as pas le droit de sortir ça. C'est ça. Si tu es fâché, tu ne vas pas le montrer, etc. Ouais. Donc, on est prisonnier avec ça. Alors, le fait de faire ce genre de travail-là, c'est de permettre simplement ça fait du bien d'être en paix, d'être en harmonie avec quelque chose qui est en moi, qui voulait exploser, par exemple, tu vois. Mais cette explosion-là, quelque part, ce que ça va faire si je ne la fais pas sortir de moi? Mais ça risque de créer des perturbations dans mon champ énergétique, dans mon corps, avoir des problèmes de santé, etc. Donc, c'est une façon de travailler qui est intéressante, je trouve, pour amener... d'une part, ça peut libérer les émotions, mais ça peut également amener cette forme de pacification avec soi-même. Ça, je trouve que c'est déjà un grand pas aussi. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ça rejoint cette transcendance dont tu parlais, ou cette verticalité qui amène tout simplement à accepter qu'on se laisse traverser par ce qui se présente comme émotion, et d'en faire quelque chose certainement de créatif, puisque tu parles de jeu depuis tout à l'heure, en fait. C'est ce dont tu parles. Alors... quand je suis tombé sur ton site, je te l'ai dit en antenne, mais on va jouer le jeu, si tu veux bien, de celui qui ne sait pas, la naturopathie énergétique. Alors, naturopathie, j'imagine que tous les internautes savent un tant soit peu ce qu'est la naturopathie. Maintenant, quel est l'intérêt, le but de rajouter l'énergétique dessus? Enfin, qu'est-ce que ça devient? En fait c'était l'idée, quelque part, de mettre en lumière qu'on est dans un nouveau paradigme qui est en train de prendre forme, premièrement. Ce nouveau paradigme nous amène à prendre conscience que, par exemple, quand on disait « je vois ton aura », par exemple, on voyait quoi? On disait « je vois ton corps subtil, ton énergie », on parlait de l'énergie.
Maintenant, moi, je suis complètement convaincu de ça. C'est qu'un physicien qui a mis en évidence que les cellules du corps émettent de la lumière. Donc, si les cellules du corps émettent de la lumière et que je vois un champ énergétique qui est une forme de rayonnement lumineux, on peut concevoir que ce rayonnement lumineux-là est un reflet de cette activité cellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, je suis en train de parler avec mon partenaire de son potentiel santé. C'est-à-dire le potentiel santé, c'est que s'il y a des zones de perturbation dans son champ énergétique, mais ces zones de perturbation ne signifient pas qu'elle est malade nécessairement, mais qu'elle a une zone de friction, de tension, de perturbation qui empêche l'énergie de circuler harmonieusement. Donc, l'objectif de la naturopathie énergétique, c'est dans un premier temps de comprendre que quand on observe le champ énergétique, on est en train de parler d'un potentiel santé d'un individu. Et que cet individu-là, s'il est plein de perturbations dans son champ, bon, on pourrait lui dire, mais tu as un pas très bon potentiel santé. Il faudrait faire quelque chose. Donc, les soins énergétiques vont favoriser, donc, d'une part, cette action de guérison qui va permettre justement à ce potentiel santé de devenir plus important. Donc, ça, c'est le premier aspect de la naturopathie énergétique. L'autre aspect, c'est qu'on peut aussi enseigner la personne à faire un travail d'auto-guérison par elle-même. Donc, elle peut apprendre, elle aussi, à faire des interventions sur elle pour augmenter ce potentiel santé énergétique. Parce que c'est ça qui est beau dans ce type de travail-là. C'est qu'on pourrait se dire, ben oui, on m'a dit que je m'en vais dans telle direction. C'est malheureux quand on se fait dire quelque chose comme ça, mais si vous continuez comme ça, vous allez dans cette direction-là. Mais si on comprend quelque part qu'on a des outils qui sont très simples, dans lesquels on utilise notre imaginaire, pour changer un état, on est en train effectivement de faire des bifurcations majeures dans notre conscience puis dans notre vision du monde, parce qu'on commence à comprendre qu'on a un rôle à jouer sur notre santé, ce qui ne nous a pas été enseigné très souvent dans notre vie. On ne s'est pas fait dire. Voilà. Alors, je pense que c'est là que ça devient intéressant. L'autre aspect, c'est que l'alimentation, ce physicien-là qui s'appelle Pop, avait mis en évidence que les pommes, que les fruits, les légumes ont une capacité d'absorber de la lumière, tout comme l'être humain. C'est normal. Donc, lui disait que, contrairement à ce que lui croyait qu'un jour, les aliments seraient plus perçus dans leur classe biochimique, mais plus classifiés dans une classe biolumineuse, c'est-à-dire la quantité de lumière qui est associée à un fruit. Par exemple, si une pomme est pleine de lumière, mais si je la mange, cette pomme-là, je risque de l'assimiler beaucoup plus facilement qu'une pomme qui serait peu lumineuse. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que dans une démarche intuitive, on peut donc prendre le temps d'observer la qualité biolumineuse d'un fruit, d'un légume, etc., dans un marché, par exemple. Et au-delà est-ce que de ton expérience, la bioluminescence d'un légume varie en fonction est-ce qu'elle a été naturelle, bio, pesticides, intrants chimiques, etc. Est-ce que ça joue? Je suis content que tu poses la question parce que j'ai pris le temps quand même de regarder ça quand je regarde ça régulièrement avec les fruits, légumes, entre autres. Et puis, c'est vrai que bien sûr que quand on parle de bio, on risque effectivement d'avoir des belles surprises, de constater effectivement que ça va dans le sens. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. J'avais observé effectivement qu'on n'a pas toujours cette... Puis encore là, évidemment, il faut encore relativiser les choses parce que quand je vous dis ça, c'est mon expérience. Et puis moi, je ne suis pas bon Dieu le Père. D'accord. Pourquoi tu dis oui avec le restant de... Non, mais c'est vrai, tu as raison. Il y a une forme de subjectivité là-dedans. Il faut quand même reconnaître que même si j'ai une expérience de longues années, je peux effectivement avoir un regard ça serait intéressant de voir d'autres regards. Et dans ce sens-là, effectivement, il faut être un peu méfiant là-dessus. Mais je donne cet exemple-là pour faire comprendre que la naturopathie énergétique peut s'appliquer dans des contextes beaucoup plus légers. Alors, je suis en train de choisir un légume, lequel que je vais choisir parmi ceux qui sont là. Donc, je vais prendre le temps de me mettre en relation avec chacun d'eux. Je ne vais pas dire, OK, celui-là est plus énergétique que lui. Ou dans un restaurant, quel est le plat qui va me correspondre le mieux, que je vais mieux digérer, par exemple. Tu vois, c'est des choses comme ça. Ou même face à des remèdes. Quel est le remède qui va me convenir le plus, etc. Donc, la naturopathie énergétique, c'est une façon d'aborder d'utiliser l'intuition pour évaluer finalement notre relation avec le vivant et ce qu'on va ingurgiter en soi finalement, qui est quand même intéressant aussi. Et de comprendre qu'on a un rôle à jouer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que si je prends un médicament qui me fait un effet qui est vraiment néfaste pour moi, mais j'ai peut-être l'opportunité d'avoir je peux jouer un rôle pour changer la situation, pour améliorer la situation. Et ça, c'est un élément important aussi dans quel sens tu le dis par rapport aux médicaments? Mais je pense, par exemple, à des produits comme la chimiothérapie, par exemple, qui peut être quand même des produits qui peuvent avoir affecté beaucoup la vitalité. Oui, carrément. Oui, c'est ça. Donc, je me dis, peut-être que ça peut être intéressant à ce moment-là d'utiliser des techniques, justement,
de décodage des programmations et soins pour favoriser justement une meilleure intégration de ce produit-là sans qu'il ne vienne nous affecter autant au niveau de la vitalité. Tu as eu l'occasion de le valider, de le vérifier pas assez souvent pour vous dire avec certitude, mais ce que je dirais par contre, c'est clair que au niveau de l'évaluation d'un remède, ça j'ai vraiment beaucoup vérifié le type de résonance. Remède homéopathique, tu veux dire? Ça peut être de naturopathie, ça peut être de la phytothérapie, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Huile essentielle ou autre. Voilà, exactement, oui. D'accord. Alors, j'entends que le coaching évolutif peut, j'imagine, s'adresser à des personnes qui souhaitent travailler, alors ce que moi j'appellerais soit des thérapies brèves ou longues ou moyen terme. Tout dépend du secteur qu'elles souhaitent développer dans leur cheminement, à réaliser peut-être leur entreprise, leur santé, le fait de réaliser un objectif, quel qu'il soit, professionnel ou peut-être même sentimental, familial, enfin bref, le champ est large. Tout à fait. Et il faut comprendre que tous les volets que tu exprimes se retrouvent dans la pleine conscience intuitive. C'est-à-dire que le coaching évolutif, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité qu'en très peu de temps, de pouvoir me mettre en contact avec le potentiel évolutif d'un individu. Donc, coaching évolutif, c'est donc de reconnaître, voici le potentiel évolutif, tu es d'accord avec ça, et comment on peut arriver maintenant à atteindre cet objectif-là. Tu vois, c'est que très rapidement, on comprend effectivement qu'un individu peut reconnaître qu'il a des potentiels évolutifs, et très rapidement, on peut reconnaître également toutes les limitations ou les difficultés qu'il a à assumer ce potentiel évolutif-là. Et c'est là, quelque part, que les outils que je propose vont être va donner une belle palette de couleurs pour amener notre partenaire à atteindre ses objectifs. Alors moi aussi, un autre élément de la pleine conscience intuitive, la thérapie quantique. Alors, qu'est-ce que tu y mets? Est-ce que, franchement, est-ce que tu as le sentiment, alors oui, sinon tu n'aurais pas mis cet onglet-là sur ton site, que la thérapie quantique est vraiment nécessaire? Parce que quand déjà, tout à l'heure, tu nous as parlé un bon moment de la pleine conscience intuitive, qui est le cœur de ton approche, auquel viennent se greffer, j'allais dire, les autres, comme ça, tout autour. Est-ce que la thérapie quantique est vraiment un élément qui vient se différencier de la pleine conscience intuitive? Bien, d'abord, il faut savoir que moi, j'ai 2 appareils de mesure quantique. J'avais commencé dans les années 80. J'étais le premier en Amérique du Nord à acheter un appareil de photographie Kilian. Wow. Bon, quand même, hein? Alors, il faut vraiment avoir un désir. T'en voulais, hein? Oui, il faut vraiment vouloir faire avancer les choses. Faire avancer les choses, je ne sais pas, mais j'avais un souci, en quelque part, de vouloir développer une expertise, une mesure rigoureuse. Alors, il y avait donc l'aspect intuition, qui était déjà une mesure, puis il y avait donc l'appareil de photographie Kilian, qui avait donc une autre mesure. Ça a été, une aventure. Mais cet appareil-là, je l'ai toujours et je l'utilise encore. Et j'ai un appareil également qui s'appelle le Cardium, qui a pour objectif, lui, est plus récent, il est plus léger, parce que la photographie Kilian, il faut développer les photos et tout ça. Le Cardium, c'est un petit appareil qu'on met ici et qui mesure donc la cohérence cardiaque, mais pas juste la cohérence cardiaque. Elle permet d'évaluer le tonus nerveux, alternance sympathique-parasympathique. Elle permet de faire des mesures au niveau du cerveau également, de voir les schèmes d'ondes cérébrales dans lesquelles on est. Elle permet de faire une évaluation de l'âge biologique dans lequel on est aussi. Moi, j'ai un certain âge, je peux être plus jeune ou plus vieux au niveau de cette mesure-là, qui indique donc un niveau de stress trop élevé ou pas assez élevé, tu vois, qui peut être favorable à la santé ou pas favorable à la santé. Et la mesure des chakras et des méridiens d'acupuncture avec l'appareil. Donc, c'est un appareil on peut mesurer ça en 5 minutes. Il faut que la personne soit présente? Oui, il faut qu'elle soit présente. Mais c'est un appareil la mesure se fait en 5 minutes. Donc, c'est ça qui est avantageux. Et moi, quand je donne des cours, j'ai un plaisir de pouvoir proposer à mes étudiants qui suivent la formation, de pouvoir utiliser l'appareil pour pouvoir voir avant et après. L'idée de ça, c'est pas à tout prix d'être scientifique, hein. C'est plutôt d'amener une réflexion. Moi, je trouve ça important parce que la science évolue. La physique quantique propose énormément d'appareils de médecine quantique actuellement, très chers par moment aussi. Et ces appareils-là, quelque part, proposent des solutions qui sont intéressantes quand même, à laquelle il faut réfléchir. Moi, la démarche que je propose, à mon sens, moi, je me rapproche quand même très proche de la façon que les appareils de médecine quantique fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a donc une évaluation intuitive qui est faite par l'appareil. Ensuite, il y a une transmission d'informations qui cherche à rétablir. Donc, il y a quelque chose quand même de similaire dans... Moi, je me dis qu'on est tous des appareils de médecine quantique, en fin de compte, hein. On a tous cette capacité-là. Et
Et donc, la thérapie quantique, ben oui, effectivement, c'est parce que ces deux appareils-là existaient que je trouvais que c'était donc déjà intéressant de proposer ça. Il faut bien savoir que ça fait très longtemps que je m'intéresse à toutes sortes d'outils d'énergétique. Par exemple, ça, c'est un tachyon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais bon, pour montrer un exemple, c'est des petits outils à quelque part énergétiques, vibratoires. Moi, je suis toujours sensible. J'ai développé un livre sur la santé de cuivre qui propose des produits de cuivre pour favoriser la circulation énergétique. Donc, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui permettait donc d'augmenter le tonus énergétique chez le corps humain, tant pour des outils qu'on peut porter sur soi que pour des appareils, etc. Donc, j'ai toujours une fascination pour ça. Donc, ce volet thérapie quantique va donc proposer ces appareils-là, mais bien sûr la pleine conscience intuitive, parce que comme tu le dis si bien, ma capacité de me mettre en relation avec un individu puis de pouvoir faire une mesure de son état énergétique, ça s'apparente tout le modèle de la thérapie quantique peut expliquer très très clairement cette façon de fonctionner-là, bien sûr. Sylvain, on arrive déjà à la fin de cette émission. J'aimerais savoir ce que tu penses, bien entendu, de Bruce Lipton. Avec l'épigénétique, je sais que tu t'y intéresses aussi, donc c'est intéressant de peut-être de savoir tout simplement ce que tu en penses. Bien, c'est assez fascinant. Puis ce que je dirais, c'est qu'on est dans un ère quand même de transformation de la conscience collective parce que lui, mais aussi la physique quantique, hein, la médecine quantique, c'est tout le paradigme est en train d'exploser. C'est-à-dire que nous, on était, il n'y a pas si longtemps, fait de chair et d'os. Puis là, on est en train de découvrir qu'on n'est pas fait de chair et d'os tant que ça, c'est-à-dire qu'on est en interaction avec l'univers. Et que l'épigénétique vient nous rappeler justement que ce qu'on pensait être des bagages matériels génétiques figés, hein, dont on héritait, bien, quelque part, il est possible justement donc d'accéder à des transformations. Donc, c'est pas si figé que ça. Alors, on est dans un ère où tout est en transformation, tout en mouvement, et c'est intéressant parce que ce mouvement-là, qu'est-ce qui permet d'envisager, c'est pour moi la révolution humaine vers l'intuition. Parce que l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai de me rendre compte que je suis animé de conscience. Maintenant, tout le monde le dit, ou presque, je ne dis pas tout le monde, mais on a une grande ouverture vers ça. Les grands scientifiques vont dans cette direction-là. Tout le courant de la médecine quantique va dans cette direction-là. Donc, je pense qu'on est vraiment en train de vivre un ère très intéressant pour ouvrir la conscience vers autre chose. L'Internet, les téléphones cellulaires, tout ça, finalement, sont des prémices, je dirais, que notre cerveau est en train de s'habituer à reconnaître qu'il est capable de prolonger sa conscience et va éventuellement ne plus avoir besoin de téléphone, plus besoin, il va être de plus en plus souvent vers quelque chose, il va devenir une antenne. Et cette antenne-là, mais à quelque part, il était temps finalement qu'on se rende compte qu'on est une antenne en quelque part, puis on est capable de voyager sans passer par tous ces moyens terrestres-là, voilà. On espère que le voyage de Peter Pan va bien se passer pour la suite. Encore une question ou deux, à savoir, tu proposes sur ton site pas mal de formations, c'est-à-dire que ce que tu fais, tu proposes à tous ceux et celles qui le souhaitent de l'acquérir, de le développer. Ça a été ton souhait depuis tes 21 ans, donc pas si orgueilleux que ça, parce que finalement, tu y es arrivé, et puis ça fonctionne. Donc moi, je suis ravi pour toi dans ce sens-là, et ça permet d'avoir des hommes et des femmes plus conscientes sur Terre, donc top. Donc, c'est des stages qui durent combien de temps en moyenne? Est-ce que ça varie? C'est des cursus sur des années? Comment ça se passe? Il y a deux voies principales, la voie personnelle, professionnelle. La voie personnelle se fait uniquement en ligne. Par contre, parce que moi, en fin de compte, il y a plusieurs voies, il faudrait que les gens aillent voir, mais ceux qui veulent vraiment la Cadillac, comme on peut l'appeler ici, je ne sais pas si ça se dit ici, la Cadillac, non, c'est la voie la plus haut de gamme, la formation haut de gamme. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est des expressions. La formation haut de gamme, c'est une formation finalement dans laquelle les gens ont plusieurs modules, donc 15 modules d'enseignement en ligne, qui sont quand même assez conséquents malgré tout. Hein. C'est une fois par mois, donc ça dure 15 mois. Et vous avez des webinaires, donc une fois par mois, vous avez un webinaire dans lequel vous pouvez me poser des questions en direct à ce moment-là. Et ensuite, vous avez des mini-consultations, donc vous avez 12 mini-consultations de 30 minutes chacune, où moi, je vous assiste tout au long de votre démarche. Alors, il y a 3 grands volets qui sont explorés dans cette formation-là. Formation auto-guérison, donc comment on peut s'auto-guérir, comment on peut s'harmoniser au niveau de ses émotions et comment on peut favoriser l'alignement et l'éveil spirituel. C'est les 3 grands volets qu'on va explorer dans la formation. Et moi, tout au long de la formation, j'accompagne les gens. Donc, ce n'est pas juste une formation où les gens reçoivent des enseignements en ligne, puis ils me voient, ils font des webinaires avec moi une fois par mois, mais aussi des consultations, qui, voilà, important, qui font que les gens vont être accompagnés dans la démarche pour arriver à des objectifs, qu'après les 15 mois, ils aient un objectif qu'ils aient pu atteindre là.
dans la formation. Ceci dit, il y a plein d'autres petites formations plus petites qui sont proposées également. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts dans ce volet-là. Et la formation professionnelle, c'est donc des enseignements présentiels. Donc, il y a des week-ends et des stages de 5 jours. Et ensuite, il y a des enseignements en ligne également qui sont préparatoires au stage. Donc, les gens qui s'inscrivent à cette formation-là ont donc un enseignement présentiel. Puis après ça, ils peuvent, s'ils le veulent, donc recevoir des enseignements en ligne qui vont les préparer à des enseignements en présentiel. Puis après ça, donc, de nouveaux enseignements en ligne, présentiel ensuite, etc. Et ça dure 3 ans, la formation complète. La première année, elle est déjà certifiante. Ce qui veut donc dire que dès la première année, les gens ont un volet. C'est le volet énergétique, en fait, la première année. La deuxième année, c'est un volet plus psycho-émotionnel et spirituel. Et la troisième année, c'est plus l'accompagnement et enseignement qu'ils ont vu. Donc, les 3 années ont des certifications à chacune d'elles. Voilà. D'accord. Pour celui ou celle qui souhaiterait juste, parce qu'il a mal au genou, te consulter, c'est possible? Oui, bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, ça peut se faire en présence quand je suis en Europe. Donc, tu ne fais pas à distance? Je fais à distance par Skype, par téléphone. Donc, parce qu'en présentiel, on dit que je les rencontre physiquement, ouais. Mais en Skype ou en ligne par Messenger, par toutes les façons imaginables, je les fais effectivement. Ouais, j'en fais régulièrement de ça aussi. Et évidemment, donc, l'objectif, évidemment, est évalué selon ce que la personne recherche. La première consultation, habituellement, on part sur rien, on fait une évaluation globale. Et après ça, à partir de là, on peut voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va selon les objectifs de chacun. Voilà. En tout cas, tu n'es pas uniquement en France pour cette émission. Oui, bien sûr. Tu viens régulièrement, ça fait des années. Je dirais pas que c'est ta deuxième maison, mais quasi. Hein. En tout cas, c'est un grand plaisir de t'avoir retrouvé, de t'avoir eu pour parler de toi-même, de ton évolution, de comment tu as eu l'occasion d'aborder ta pratique et de comment tu l'enseignes. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir. Donc, un grand merci. Pour ceux d'entre vous qui se posent des questions encore, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site de Sylvain. Je rappelle son site, therapieintuitive.com. Thérapie intuitive au pluriel. Vous mettez un trait d'union, le -6 entre thérapie et intuitive.com. Quoi dire d'autre? Vous avez toutes les informations nécessaires sur la page d'Immédiat consacrée à Sylvain. Vous avez sur YouTube cette vidéo pour ceux qui passent directement sur YouTube. Sous la vidéo, vous avez le lien. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur l'article consacré sur Immédiat pour Sylvain. Et là, toutes les infos que vous pouvez imaginer. Numéro de téléphone, site internet, chaîne YouTube, page Facebook, enfin la totale. Donc, me demandez pas comment on joint Sylvain, ça se passe sur Immédiat. Allez voir sur Immédiat, hym.media. Un grand merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas si vous appréciez, si vous appréciez pas. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur la page d'Immédiat. Et n'hésitez pas à donner une participation financière si vous pensez que nos informations vous aident à grandir en conscience. Merci à vous tous. On se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission, nouvelle thématique, nouvel invité. Au revoir à tous, prenez soin de vous.